Le premier président de la Cour des comptes, Latin Poda, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du rapport public 2023 de la Cour des comptes. Bonjour et bienvenue à vous, Président. Bonjour, Monsieur Cabré. Déjà, pour commencer nos échanges, comment se porte une institution comme la Cour des comptes à un moment où les défis sont nombreux? La Cour des comptes se porte comme toutes les institutions et les administrations du Burkina actuellement, avec les difficultés que nous connaissons à travers le pays. Mais on peut dire que tant bien que mal, nous réussissons à accomplir nos obligations qui nous sont imposées par la loi. Nos activités ne sont pas pour autant perturbées, à part les zones de haute sécurité où nous n'arrivons pas à accéder pour exercer nos contrôles et nos audits. Tout se passe bien. Voilà. Alors, et pour mener ces échanges, je suis accompagné par le directeur général adjoint des médias True TV et Watt FM, Geoffroy Wahab. Bienvenue à vous. Merci. Bonjour Cabré, bonjour aux éditeurs et aux téléspectateurs. Bonjour Président. Bonjour Monsieur Ba. C'est un plaisir d'être là. Alors, le Président est à notre disposition. Une question. Oui, une question. Je pense que ça ressort dans le rapport qui a été remis au chef de l'État. Tout à l'heure, il parlait des conditions. Et quand on regarde, c'est les premiers éléments qui sont ressortis dans le rapport. On parle des moyens en ressources humaines, les moyens en matériel, comment est-ce que vous êtes logé et tout. Et quand on regarde, on se dit, vous n'êtes pas forcément bien logé, vous n'êtes pas forcément bien nanti. Et donc, quand on est dans ces conditions, est-ce que le rapport, il doit avoir toute la... On s'est dit qu'on peut faire mieux, mais est-ce qu'on est satisfait? Vous avez raison, on peut faire mieux, mais nous sommes satisfaits du travail actuel qui est fait. Alors, quand vous regardez les attributions de la Cour des comptes, elles sont énormes. Elles sont énormes, ne serait-ce que sur le plan des collectivités territoriales. Nous couvrons 362 communes rurales, 49 communes urbaines et 13 régions. Alors, l'idéal serait que chaque année, quand même, nous puissions faire des audits et des contrôles dans au moins la moitié de ces entités. Mais ce que nous faisons chaque année, à peine une ou deux communes, une commune urbaine, un conseil régional, et puis ça s'arrête là. Donc, on peut faire mieux. Mais déjà, ce que nous faisons, avec le personnel que nous avons, nous sommes déjà satisfaits du rendement. Voilà. Je veux qu'on parle un peu déjà des conditions. Je pense que ça peut être interpellateur et puis les uns et les autres ne jugeront pas aussi outre mesure la Cour. Moi, quand j'ai feuilleté, on se rend compte que déjà même le personnel, pour le garder, c'est pas simple, parce qu'on parle d'une mobilité. On va dire la rémunération n'est pas forcément attrayante pour certains, et puis pour des postes qui sont vacants, il y a des difficultés pour les autres à pouvoir postuler. Comment est-ce qu'on règle tout cela? Sans oublier la question de là où vous êtes logé, le nombre de bureaux qui ne sont pas suffisants. On parle du matériel roulant, j'en ai vu dans le rapport, je pense, une vingtaine. Et sur les 20, on regarde, il y a 5 qui sont en bon état. Il y a pratiquement le reste qui est passable. Et puis je pense qu'il y en a 3 qui sont, comment dire ça, HS, donc inutilisables. Vous avez besoin de ressources. Oui, c'est sûr, comme je l'ai dit, comme toutes les administrations de ce pays, nous avons besoin de ressources. Mais pour revenir aux moyens roulants, c'est des véhicules, comme je l'ai dit, qui datent de 2002, c'est-à-dire l'année de mise en marche de la Cour des comptes. Mais c'est des véhicules que nous utilisons toujours. Nous nous débrouillons avec, comme on dit. Alors, sur le personnel, vous faites bien de signaler l'instabilité du personnel de la Cour des comptes. Et c'est un problème que nous devrons pouvoir régler avec la révision de la loi organique, comme je l'ai dit. Vous savez que la Cour des comptes, surtout le personnel magistrat, il y a les magistrats professionnels et il y a les magistrats qui nous viennent du ministère de l'économie et des finances. La loi actuelle prévoit que ces personnels qui nous viennent du ministère de l'économie et des finances ont un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc, au bout de 10 ans, l'intéressé a acquis l'expérience nécessaire pour pouvoir même être plus efficace pour la Cour des comptes. On dit non, c'est fini pour toi, tu dois repartir.
Si monsieur repart au ministère de l'économie et des finances, là-bas, ils ont des difficultés pour l'employer. Donc, qui paie? C'est la Cour des comptes qui paie. Et au-delà de la Cour des comptes, c'est l'État tout entier qui perd. Alors, donc, nous, notre vision, notre combat aujourd'hui est que ce mandat soit levé pour permettre de stabiliser le personnel de la Cour des comptes, de telle sorte que quand tu viens à la Cour des comptes, tu puisses faire une carrière à la Cour des comptes. Alors, je sais qu'on m'a reproché, on m'a dit que non, on ne peut pas commencer sa carrière dans la fonction publique comme inspecteur des impôts et finir magistrat. Non, j'ai dit non. On ne dit pas que l'intéressé étant à la Cour des comptes, il change de profession. Mais la loi dit que durant son mandat, il a la qualité de juge. Donc, il a la qualité de juge jusqu'à sa retraite. S'il prend sa retraite à la Cour des comptes, mais ses droits de départ à la retraite ne sont pas calculés sur la base de son titre de conseiller à la Cour des comptes, mais sur la base de sa profession d'origine. Nous avons déjà eu le cas, le président Dao, qui est parti l'année passée, en retraite, c'était à la Cour des comptes, il est inspecteur du Trésor. Ses droits à la retraite ont été calculés en référence à sa profession d'inspecteur du Trésor. Donc moi je trouve que c'est un problème, un débat qui n'est pas fondé. On devrait permettre que les gens puissent faire leur carrière à la Cour des comptes et être plus utiles à la Cour des comptes et être plus utiles à l'État. Bon, sur les moyens financiers, vous savez qu'actuellement nous sommes en période de guerre, donc c'est un peu difficile pour tout le monde. Mais j'ai dit ces dernières années quand même, des efforts ont été faits au niveau du ministère de l'économie et des finances. Notre budget a été un peu relevé et à toutes les fois que nous avons fait recours au ministère de l'économie, nos doléances ont été satisfaites. Voilà. En la matière, peut-être ça sera la dernière question sur les éléments de forme. Il y a la question qui est centrale, c'est votre indépendance. C'est votre indépendance. Et à un moment donné dans le rapport, vous le dites, quand on n'est pas si libre, ça devient un peu compliqué pour structure de contrôle que vous êtes. Je vois. C'est-à-dire que nous avons une indépendance formelle, mais l'indépendance comme entière, nous ne sommes pas libres aujourd'hui de recruter notre personnel. Par exemple, quand nous avons besoin d'effectifs, nous sommes obligés de nous référer au Conseil supérieur de la magistrature ou bien à la fonction publique pour pouvoir avoir des effectifs supplémentaires. Alors l'idéal, c'est ce qui se passe dans les autres cours des comptes de l'espace UEMOA. Ils ont l'autonomie financière et de gestion. Ça veut dire que c'est la Cour qui recrute le personnel dont il a besoin. Effectivement, je reconnais qu'à ce niveau, nous sommes un peu limités. Tant que nous n'avons pas cette autonomie, cette indépendance pour pouvoir gérer les choses comme nous le voulons, bon, nous sommes un peu limités. Voilà. Alors, pour parler spécifiquement du rapport, on sait que ce rapport est un condensé des différents audits et contrôles effectués par la Cour des comptes au cours d'une année donnée. Pour la période 2023, où le rapport a été donné, qu'est-ce qui ressort de manière générale? Quels sont les différents aspects? Alors, ce rapport 2023, comme la loi le dit, il reprend les activités de l'année N-1, c'est-à-dire les activités de l'année 2022. Alors, nous avons fait le point des contrôles et audits qui ont été effectués en 2022 et les activités au niveau de la Cour des comptes. Alors, nous avons d'abord l'activité juridictionnel, c'est-à-dire le jugement des comptes de gestion. Alors en 2021, nous avons fait ce qu'on appelle une opération accélérée de jugement des comptes de gestion. Donc en 2022, nous avons poursuivi cette activité et nous avons jugé 1019 comptes sur 1137 qui étaient reçus et cela a permis de rendre 279 arrêts. Et les comptes concernés, c'était les comptes de gestion de 2017 à 2020. Voilà. Alors pour les fautes de gestion, là, la Cour a amplifié la détection des fautes de gestion. C'est-à-dire que tous les rapports de contrôle et d'audit qui ont été faits par les administrations et qui sont transmis à la Cour des comptes, je veux parler de l'ALCLC, les inspections techniques des services qui sont transmis à la Cour des comptes, le parquet général a pris le soin de les examiner et de détecter le maximum de fautes de gestion qui ont été commises et actuellement ces fautes de gestion sont en instruction comme je l'ai dit. Durant cette année, dans ce dernier trimestre, nous allons avoir des jugements.
de faute de gestion. Je sais qu'il y a un dossier qui a été déjà jugé. Il y a des dossiers qui sont programmés. Donc nous allons avoir des jugements. Ensuite, nous sommes passés au contrôle que nous faisons chaque année de l'exécution de la loi des finances. Alors, les rapports sur l'exécution de la loi des finances de 2022, et nous avons dégagé les différents agrégats macroéconomiques qui ressortent dans ces rapports. Alors, au niveau de la certification des ressources issues des industries extractives, particulièrement l'or et autres, alors nous avons fait la certification de 137 formulaires qui nous ont été transmis par les entités publiques. Alors, sur le contrôle des collectivités territoriales, là nous nous sommes intéressés à l'utilisation du Fonds minier de développement local. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y avait des insuffisances et des défaillances dans l'utilisation de ces fonds. Et nous avons fait des recommandations. Alors, vous avez suivi avec moi que la dénomination de ces fonds a changé. C'est devenu Fonds minier de développement, non, et d'investissement, si je ne me trompe. Alors, au titre du contrôle des projets et programmes, nous avons contrôlé les projets PAVAL, ça c'est dans la région des Cascades, et puis les PAEA, que nous faisons le contrôle, l'audit financier chaque année. Alors, à la suite, bien sûr, de l'année judiciaire 2020-2021, nous avons continué à instruire et à traiter les dossiers des subventions qui ont été accordées aux partis politiques. Et là, 129 dossiers ont été ensuite encore traités. Voilà. C'est essentiellement ça le contenu de ce rapport public 2023. Voilà. On a vu par exemple les faits présomptifs de faute de gestion. Quand on voit les éléments, je pense que de ce qui revient, je pense que si ma mémoire est bonne, du rapport que j'ai lu, il y a le Premier ministère qui est fortement concerné. Il y a, je pense, l'Assemblée nationale aussi, non, qui est fortement concernée. Bon, et la présidence. Et la présidence. Ouais. Bon, c'est des éléments aussi qui reviennent un peu aussi à chaque fois qu'on a les rapports. C'est une non-maîtrise comment dire cela, des procédures. Qu'est-ce qui se passe avec ces structures-là pour que ça revienne très souvent? Qu'est-ce qui se passe dans nos administrations? C'est ça la question. Ce n'est que ces trois structures qui ont été auditées et dans lesquelles est ressorti des faits présomptifs de faute de gestion. Mais c'est sûr qu'il y en a ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos administrations? C'est comme je l'ai dit, pendant longtemps, le contrôle a été laissé. Donc les gens travaillaient, ils n'avaient pas le contrôle sur leur dos, ils n'avaient pas de pression sur leur dos. Donc je peux dire que chacun faisait à sa tête. Actuellement, nous avons le dossier qui est pendant à la justice sur le détournement de 3 milliards et quelques. Alors, comment cela s'est passé? Ça veut dire que les règles sont là, les lois sont là, mais les gens ne les respectent pas. Ils ne les respectent pas et font ce qui les arrange. Alors, et quand c'est comme ça, évidemment, vous ne pouvez que poser des actes qui sont susceptibles d'être considérés comme des fautes de gestion. Voilà. Là-dessus, est-ce que le cadre juridique qui régit ces fautes de gestion est aux normes? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'adapter encore? Oui, le cadre, il est approprié. Ce que je peux dire est que ce cadre ratisse large. Quand vous prenez les articles 79 et suivants de notre loi organique, qui ont été complétés par l'article 104 de la loi relative aux lois des finances de 2015, l'appréciation de la faute de gestion est très large. Et pour rigoler avec les gens, je dis toujours que, bon, si on veut être strict, on nous prend tous dans cette histoire de faute de gestion. Parce que même le fait, par exemple, pour une administration d'être condamnée par la justice, et qui refuse de s'exécuter, si ça crée un préjudice à l'administration, les responsables de l'administration peuvent être poursuivis pour faute de gestion. Voilà, c'est prévu par l'article 104 de la loi relative aux lois des finances de 2015. Donc, cette notion de faute de gestion est très large. Elle est très large, mais je dirais que, essentiellement, ce qui est fréquent, c'est les violations des irrégularités relatives à la gestion des finances publiques. Vous savez que les finances publiques, il y a une législation qui réglemente comment les deniers de l'État doivent être utilisés. Alors, si vous utilisez les deniers de l'État en dehors de ces dispositions légales, bien sûr, vous commettez ce qu'on appelle une faute de gestion. Voilà.
C'est vrai qu'à un moment donné, vous parliez aussi des données macro qui ressortent dans votre rapport. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont dans le privé et qui exercent, beaucoup pleurent, disent les impôts là, ils nous fatiguent, les impôts là, c'est compliqué, 2 jours là, ils sont sur nous. Mais vous dites dans le rapport que le taux de pression fiscale, bon, on n'est même pas dans les. On n'a même pas encore atteint les seuils. Nous sommes en deçà des normes exigées par l'UEMOA. C'est-à-dire le taux de pression fiscale au Burkina est encore tolérable. Si on regarde les normes de convergence de l'espace UEMOA dans lesquelles nous évoluons. Mais c'est vrai que personne n'est content de toujours sortir de l'argent pour donner. Surtout quand il s'agit de l'impôt. Vous connaissez la culture africaine, les gens sont réticents à payer leurs impôts. Ce qui n'est pas normal. Ça devait être l'inverse. Parce que c'est grâce à l'impôt que l'État vit. C'est grâce à l'impôt que nous autres, les fonctionnaires, on nous paie. C'est grâce à l'impôt qu'on fait des investissements pour développer les pays. Donc, mais bon, si les autres années, c'était pas comme ça, et que ces années-ci, les gens les ressentent plus, comprenez qu'ils puissent manifester leur mécontentement et leur étonnement. Voilà. Mais si je peux me permettre, Premier Président, le Burkina est aussi dans un contexte qui diffère du contexte vécu par les autres pays de l'UEMOA. Oui. Ça, vous parlez du contexte de la guerre. Oui, le contexte de la guerre. Alors, le contexte de la guerre, je comprends. Mais si on veut raisonner à contrario, le contexte de la guerre, on a besoin de ressources pour faire la guerre. Alors, comprenez que, évidemment, la pression fiscale va se faire un peu plus sentir, puisqu'il faut des ressources pour faire la guerre. Alors, rien que l'autre jour, on a discuté. Vous savez qu'avant, dans les commissariats de police, il n'y avait qu'une seule Kalachnikov pour tous les commissariats. Bien sûr. Alors aujourd'hui, allez-y, demandez aux policiers, demandez aux eaux et forêts et autres, aux douaniers, aux gardes de la sécurité pénitentiaire, ils vous diront comment ils ont été dotés en armement. Vous le voyez même dans la ville quand vous circulez, les policiers qui contrôlent aujourd'hui. Vous avez remarqué, chacun d'entre eux a une Kalachnikov. Avant, vous ne les voyez pas. Ils étaient peut-être 5, et parmi les 5, vous verrez, c'est un seul qui avait un pistolet automatique. Alors, toutes ces armes, il a fallu les payer. Et pour les payer, bien sûr, il faut l'argent. Voilà, et l'argent, c'est les impôts, c'est les contributions volontaires qu'on a demandées au peuple burkinabé. Il a retenu de 1% sur les travailleurs du public et du secteur privé. Voilà. Alors, Président, ici on parlait du contrôle des opérations au niveau des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Alors, les collectivités territoriales, il y a une chambre au niveau de la Cour qui s'occupe du contrôle de ces collectivités. Mais comme je l'ai dit, sur 362 communes rurales, 49 communes urbaines et 13 régions, la Chambre fait chaque année au minimum 2 collectivités rurales, une commune urbaine et voire même une région. C'est très infime. C'est très infime comme contrôle. Donc sur la base de ces contrôles, on ne peut pas émettre une opinion qui soit valable, puisque l'échantillon qui a été contrôlé n'est pas représentatif. Il aurait fallu que la Chambre ait les moyens pour faire le maximum de contrôles. Et sur la base de ces contrôles, pouvoir tirer, comment on dit ça, faire une analyse et tirer une conclusion. Et la proposition que j'ai faite, c'est peut-être que ça va nécessiter beaucoup de moyens. C'est à l'image de certains pays que nous avons une cour des comptes au niveau central et des chambres des comptes au niveau des 13 régions. Donc chaque région aura sa chambre des comptes qui fera les contrôles dans sa région, ce qui va augmenter le nombre de contrôles par an. Et ça va nous permettre d'avoir un échantillon assez représentatif pour pouvoir bien apprécier. Voilà. Je vois. Oui, il avait été aussi question du fonds minier. Là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Le fonds minier de développement local. Le FMDL. Alors bon, le fonds minier de développement local, le problème qu'il pose, c'est son utilisation. Il y a des communes qui reçoivent plein de sous, tels que Falangoutou et autres. On parle même de 2 milliards et quelques. Alors ces communes reçoivent ces montants, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Comment investir. Comment investir. Il m'est revenu qu'à Falangoutou,
les maires avaient voulu construire une salle de conférence et autres. Bon, une salle de conférence à Falangoutou, qui va aller utiliser ça? Est-ce que c'est un investissement rentable? Donc c'est ça le véritable problème de ces fonds miniers de développement local. C'est-à-dire que les communes devraient pouvoir élaborer des projets de développement, des programmes de développement locaux assez sérieux pour être financés par ces fonds miniers de développement local qu'ils reçoivent. Surtout pour les communes qui reçoivent beaucoup. Alors les communes qui ne reçoivent pas suffisamment, alors ça passe dans le fonctionnement. Ça, il faut le dire, ça passe dans le fonctionnement. Voilà, l'assainissement, les services de la voirie, des trucs comme ça. Voilà. Est-ce que le passage à une délégation spéciale n'a peut-être pas permis une meilleure gestion de ce fonds minier? Peut-être. Peut-être que le passage aux délégations spéciales, vu le moment où nous sommes, et vu l'environnement qui a pour ces passages aux délégations spéciales, fait que, bien sûr, les présidents des délégations spéciales aujourd'hui, avant d'investir, ils regardent bien. Ils regardent bien. Et bon, ces dernières années quand même, il y a la pression des contrôles qui sont là. L'ALCLC est là, la Cour des comptes est là. Hein, les différentes inspections sont là. Quand même, les gens ont maintenant le sentiment d'être surveillés. Donc, ils ne font plus les choses comme avant. Je ne dis pas que tout est parfait. Il y a des brebis galeuses. L'exemple en est que les dossiers que nous avons actuellement au niveau de la justice. Mais je dis que si on continue à accentuer les contrôles, hein, à accentuer la pression sur les administrés et autres, d'ici quelques années, nous pouvons avoir un résultat. Et bon, mon communicateur venait de me dire que le dernier rapport d'IRELAC dit qu'on commence à sentir des effets de la lutte contre la corruption. Ça veut dire que les choses commencent à avancer. Alors il suffit de mettre encore la pression et d'ici quelques années, nous aurons des solutions. Pour la corruption, moi je dis, il faut commencer par les bas. C'est-à-dire les enfants de la maternelle, c'est là-bas qu'il faut commencer. C'est dans l'éducation de ces enfants qu'on peut lutter contre la corruption. Sinon, excusez-moi le terme, nous autres là, notre génération là, on est déjà infectés par la corruption. Donc il faut commencer par ces enfants. Leur apprendre qu'est-ce que c'est le bien public, le bien commun là, comment il faut l'utiliser. Le bien de l'État, il est sacré, il ne faut pas y toucher. Et ce n'est que comme ça qu'on peut lutter contre la corruption. Commencer au niveau de l'éducation par les enfants. Beaucoup estiment aussi que c'est l'exemplarité au sommet de l'État qu'il faut commencer par des institutions comme la présidence du FASO, la LT, la primature et même l'armée. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Ici d'abord que l'exemple vient toujours d'en haut. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait actuellement par nos autorités qui ont la charge de gérer ce pays. Voilà, vous venez de faire passer un article sur le CORAD, non, qui a fait des investigations sur les parcelles et autres. Voilà, je me dis qu'il y aura une suite de tout ça. Voilà. Je fais toujours au niveau des collectivités, quand on regarde, il y a beaucoup d'éléments que vous ressortez. Déjà même la compréhension de ce qui est permis en termes de dépenses concernant ces fonds-là, voilà. Ce qui est éligible à la dépense, on se rend compte qu'après il y a une non-maîtrise même de la chose. Et puis il y a un problème d'archivage. Parce que quand vous dépensez, il faut garder quand même par devant vous les justifications. Ça encore, ça manque. On se demande, mais est-ce qu'à certains niveaux, on met vraiment des personnes qui sont du domaine qui maîtrisent... Vous vivez dans ce pays avec moi. Comment les élections, les maires là, ils sont élus comment? Les candidats là, ils viennent d'où? Chacun se lève, il veut être candidat, il veut être conseiller municipal. Il devient conseiller municipal, il est dans le conseil municipal, mais il ne comprend rien. Le maire lui-même, il ne comprend rien. Il ne comprend pas que sa gestion là est entourée par des textes. Voilà pourquoi nous avons une situation comme ça. Alors ce qu'il faut faire, quand par exemple les gens sont élus, avant qu'ils ne prennent service là, il faut les former. Il faut les former sur leurs droits et devoirs, sur leurs obligations. Comment il faut gérer la commune. Et bien sûr, ça nécessite des moyens. C'est le rôle du ministère de l'administration territoriale. Mais il faut que ce ministère ait les moyens pour pouvoir les former. La plupart d'entre eux ne savent pas que ce qu'ils font, ce n'est pas normal.
C'est ça le problème. Pour eux, c'est normal. Mais ils ne savent pas qu'en se comportant comme ça, ils violent les dispositions légales et réglementaires. Ce que vous signalez, c'est vrai. Le problème d'archivage, des marchés publics, voilà, les problèmes du respect des textes, c'est fréquent dans les mairies. Vous arrivez, vous demandez à avoir les dossiers des marchés. À peine si on réussit à vous donner quelques marchés, le reste, c'est les branle-bas pour retrouver les papiers, c'est compliqué. Voilà. Alors, chaque année, il y a un certain nombre de subventions qui sont accordées par l'État au profit de diverses entités. Quand on met le pied dans la fourmilière, au regard du rapport, qu'est-ce qui ressort exactement? Bon, ce que nous avons contrôlé, c'est les partis politiques. Nous ne sommes pas encore arrivés à la presse, mais ça viendra. Alors, c'est vrai, l'État subventionne les partis politiques pendant les campagnes et hors campagne. Et ils ont obligation, après utilisation de ces ressources, de faire un rapport financier qu'ils doivent déposer à la Cour des comptes, bien sûr pour un contrôle. Alors, le premier problème que nous avons déjà, c'est que plus de la moitié des partis politiques qui ont reçu ces subventions n'ont pas déposé des rapports publics et des rapports financiers à la Cour des comptes. Et même ceux qui ont déposé, il y a un problème de canevas de ces rapports. Il faut qu'on s'entende sur le canevas du rapport, comment les rapports doivent être présentés. Ensuite, il y a les délais dans lesquels vous devez déposer ces rapports. La loi dit c'est une année après les élections. Au-delà, vous êtes forclos. Voilà. Ça aussi, ça nécessite qu'il y ait une rencontre entre la Cour des comptes et les partis politiques pour les expliquer les choses. Après l'analyse de ces rapports qui avaient été faits, nous avons prévu de faire une conférence de presse avec les partis politiques, quitte à organiser un atelier pour les former, pour leur montrer comment les rapports doivent être rédigés, les différents délais qui sont imposés et autres. Mais bon, comme entre-temps, ils ont été suspendus, bon, plus ou moins par présent, nous attendons que leurs activités reprennent avant de pouvoir les convoquer. Voilà, c'est ça le problème. Avant de parler même justement de ce rapport 2023, on se souvient qu'au niveau du précédent rapport, il y a des partis qui avaient été implicitement indexés. Où est-ce qu'on en est? Bon, il y a des partis qui ont été condamnés à rembourser. Je sais que certains ont commencé à rembourser. C'est directement au Trésor, puisque la Cour n'a pas de régie pour pouvoir percevoir des recettes. Donc, c'est directement... Est-ce que le premier président a peut-être des noms de partis politiques à nous donner? Non, je ne vais pas vous donner des noms de partis politiques. Si vous voulez les informations, il faut peut-être vous adresser au Trésor. Ils pourront peut-être vous dire quels sont les partis qui ont payé. Et même pour les fautes de gestion, hein, il y a des gens qui sont mis en examen aujourd'hui pour faute de gestion. Il y a des gens qui sont prêts à payer. Et je sais qu'il y a des gens qui ont déjà payé. En attendant, bien sûr, la suite de la procédure. Mais il a déjà payé ce qu'on lui reproche d'avoir fait perdre à l'État. Voilà. Oui, il y a aussi le point intéressant des cantines scolaires. Les cantines scolaires. Bon. Et quand on regarde, il y a un élément aussi qui saute aux yeux. Il y a un délai pour le transfert des fonds, vivres, de tout ça. Mais on a l'impression que on dépasse tellement les délais et cela va avec le lot de conséquences qu'il y a. Mais tout ça, c'est un problème de dysfonctionnement, puisque c'est quoi? C'est les ressources transférées aux communes qui permettent d'acheter ces vivres. Si. Alors, donc, si les transferts des ressources interviennent tard, comprenez que les vivres seront achetés tard, et ça risque même de venir en milieu d'année. Ça fait que c'est les enfants qui ne vont pas en profiter. Mais outre ça, il y a le problème de gestion de ces vivres quand ça arrive. Si. Voilà. Vous avez vu des images, les locaux qui sont utilisés pour les entreposer, les locaux qui servent pour les cuisines qu'on utilise au niveau des écoles pour préparer pour les enfants. Tout ça, ça pose des problèmes. Je pense que la réflexion doit être menée. Il faut revoir un peu les choses. Voilà. Mais là-dessus, quelquefois, la bonne gestion, ça va aussi avec les bonnes pratiques. Parce qu'on donne un délai, c'est 20 mars si ma mémoire elle est bonne. Mais j'ai vu dans votre rapport, par exemple, c'est jusqu'en octobre qu'ils ont reçu. Bon, en temps, ils ont fonctionné comment? Est-ce que ce n'est pas le lit aussi de... Bon, on se fait préfinancer et puis après, ça devient autre chose? Oui, c'est sûr qu'il y a eu ces stratégies qui ont été peut-être développées par les communes.
Mais le problème du transfert des ressources aux communes, ça c'est au niveau du ministère de l'économie et des finances. Mais en la matière, quand vous relevez des éléments comme ça... Nous, on fait des recommandations à l'adresse du ministère de l'économie et des finances. Mais sur les cantines, ce n'est pas la première fois. Oui, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'on vous écoute alors? Bon, je ne dirais pas qu'on ne nous écoute pas. Mais le ministère de l'économie vous dira que pour pouvoir transférer les ressources, il faut qu'il y ait d'abord les ressources. Vous savez que quand le budget est voté, il y a un délai pour sa mise en exécution. Et quand il est mis en exécution, pour pouvoir l'exécuter, il y a des actes qu'il faut poser. Est-ce que les gestionnaires de ces communes-là savent poser ces actes? Ce qu'on appelle engager une dépense, liquider une dépense, ainsi de suite. Est-ce qu'ils connaissent ça? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que souvent, le transfert de ces ressources intervient un peu tardivement? Voilà. Oui, parce qu'une fois que le budget est voté, il est mis en exécution, il faut directement engager les dépenses. Voilà, pour être sûr que vos dépenses seront exécutées le plus tôt possible. Mais si vous ne savez pas qu'il faut les engager, vous êtes là assis, vous attendez que ça vienne. Quand vous apprenez qu'il faut faire des engagements, 3 ou 4 mois se sont écoulés. Vous engagez les choses, ça met 2 ou 3 mois pour être exécuté. L'année est déjà finie. Oui, mais quand on regarde, il y a un tableau qui est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a certains qui ne respectent pas les délais pour ce qui est les échéances pour ce qui est des éléments à implémenter. Et il y en a qui les respectent et qui se retrouvent à avoir les périodes de virement pratiquement vous en avez même qui sont de l'ordre du mois de septembre. Il y en a même c'est le mois de décembre pour un délai depuis le 20 mars par là. Bon, c'est compliqué. C'est tout ça que nous avons relevé. Nous avons fait des recommandations à l'adresse du ministère de l'économie et des finances pour que quand même les ressources soient transférées le plus tôt possible. En tout cas, ceux qui remplissent les formalités nécessaires, qu'on les transfère les ressources le plus tôt possible pour permettre quand même de faire face à leurs obligations. Voilà. Pour terminer également sur la gestion des cantines scolaires, vous avez relevé un certain nombre d'insuffisances en termes de collaboration entre les communes et entre les circonscriptions d'éducation de base. Qu'est-ce que cela pourrait changer exactement? Bon, c'est-à-dire que, vous savez, les cantines là, c'est pour qui? Les vivres qu'on paie, c'est pour les élèves. Alors, c'est les communes qui paient les vivres. Mais finalement, au bout du compte, qui les gère? C'est les maîtres d'école avec, comment on appelle, APE, Association des parents d'élèves. Donc, il faut quand même qu'il y ait une concertation entre les responsables communaux et puis les responsables de l'éducation pour pouvoir gérer ces cantines. Voilà, je me rappelle que quand nous étions enfants, à l'époque, c'était Catwell qui s'occupait de ça, qui envoyait les vivres. Alors, c'était des camions qui venaient décharger les vivres. Et les vivres étaient proposés dans une salle là, au niveau de l'école et c'est le directeur qui gérait. Alors aujourd'hui, apparemment, c'est pas comme ça. Apparemment, c'est pas comme ça. Alors, donc, il faut une concertation entre les différentes structures qui sont chargées de la gestion de ces cantines scolaires pour que, bien sûr, les choses puissent se passer normalement. D'abord, il faut que, au niveau de la commune, on sache le nombre d'élèves de la commune qu'il faut prendre en charge par les cantines. Ça permet à la mairie de pouvoir faire ne serait-ce que des calculs. Voilà, on sait qu'il y a tant d'élèves qui doivent être couverts par les cantines scolaires cette année. Ça peut nous coûter tant, ainsi de suite. Et qui doit les donner ces éléments? C'est la circonscription d'éducation de base. Voilà. 4 minutes de temps d'antenne. Dernier point, Geoffroy Varab. Quand on voit dans les conclusions, évidemment, vous dites il y a des éléments qui sont positifs qui ont été ressortis, il y a des manquements, il y a des efforts encore à faire, et vous dites il faut mettre l'accent aussi sur la répression des fautes. Et vous citez un certain nombre d'éléments. Vous sentez que sur la question de la répression, qui est un élément en tout cas fort pour qu'on n'en arrive pas à être insensible à un certain nombre d'écarts, est-ce que vous sentez que cette répression-là, vraiment, on a maintenant un tournant où on ne laisse plus les choses faire? Si le volet pénal, oui. Le volet pénal, avec les procès qui se passent, ça va donner un effet. Mais au niveau de la Cour des comptes, la sanction d'une faute de gestion, c'est des amendes.
C'est les articles 80 et suivants de notre loi organique. Les amendes, là, on dit c'est 20 000 francs jusqu'à combien de fois le salaire mensuel de l'intérêt. C'est tellement dérisoire que bon, pour quelqu'un qui a quand même fait perdre à l'État des milliards, il est condamné à cette peine, ce n'est rien pour lui. Donc, dans notre projet de loi, de révision de notre loi organique, nous avons proposé qu'on relève ces taux. Au besoin même qu'on permette à la Cour des comptes de pouvoir condamner au remboursement des sommes que vous avez fait perdre à l'État par votre action. Voilà. Donc, mais tant que la loi n'est pas révisée pour prévoir ces sanctions, vous savez que le juge est lié par la loi. Il y a des minima et des maxima qu'il doit respecter. Voilà. Alors, vis-à-vis des travailleurs, vis-à-vis des institutions, est-ce que vous avez un dernier mot afin de faciliter justement le travail aussi de la Cour des comptes? Bon, faciliter le travail de la Cour des comptes, comme je l'ai dit à une des occasions, nous n'avons pas eu jusqu'à présent une entrave dans l'exécution de nos contrôles audits. C'est-à-dire, nous ne sommes pas présentés dans une administration qui a refusé de se soumettre au contrôle autres. Les gens se soumettent au contrôle. Et aujourd'hui, les gens comprennent l'importance des contrôles. L'année passée, il y a une équipe qui est allée vers chez moi là-bas, dans les studios de Gawa. Mais ils m'ont dit que les gens étaient très heureux de les recevoir. Ils disent, ça fait des années, ils n'ont pas vu la Cour des comptes ici. On attend la Cour des comptes ne vient pas. Alors vous voyez, ça veut dire que les gens comprennent aujourd'hui l'importance du contrôle. Mais il faut avoir les moyens pour pouvoir exercer ce contrôle. C'est ça le problème. Nous n'avons jamais eu de cas d'entrave à l'exécution de notre mission. Et de toute façon, la loi dit qu'aucune administration ne doit s'opposer à notre contrôle. Voilà, même l'armée. Même l'armée, quand nous nous présentons par exemple au niveau de l'armée pour demander des informations, il ne doit pas refuser de nous donner. Mais maintenant, si c'est des informations qui sont relatives à la sécurité de l'État, à nous de savoir les utiliser. Ils ne doivent pas refuser, mais voilà. L'effet c'est quoi? Hein? Ils ne doivent pas refuser, vous avez dit. Mais l'effet c'est quoi? Ils ne refusent pas. Ah, voilà. D'accord. Maintenant, c'est à nous de savoir les utiliser. Okay. Puisque nous savons que c'est des informations sensibles. À nous de prendre les dispositions pour que ces informations qui nous sont communiquées soient bien utilisées. Voilà. Alors, je rappelle à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs que vous êtes le premier président de la Cour des comptes, Latin-Poda. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation du Déj Matinal Info de Truth TV Watt FM. Merci à vous. Truth TV, chaque année, nous fait l'honneur de nous recevoir pour parler de notre rapport public. Nous apprécions beaucoup cette collaboration et ce sens de vouloir venir à la source pour avoir l'information qu'il faut. En tout cas, une fois de plus, merci à vous. Merci également au directeur général adjoint des médias Truth TV et Watt FM, Tam Tam Group Press. Merci à vous. Merci. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders. Ainsi se referme ce 4e et avant-dernier numéro du Déj Info de Truth TV et Watt FM. En attendant de vous retrouver demain pour un autre numéro par la grâce de Dieu, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.